เข้าไปเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกับคุณเกียร่า Cuéntaselo a la radio de Keira. Opowiedz to w Radio Keira. Ven a decírselo a la radio de Keira. Komm, erzähle es in Keiras podcast. Vai a dirlo alla radio di Keira. Mene ja sano se Keiran radios. قول اللي عندك على راديو كيرا. Say it on Kira's podcast. Là, ça va être plutôt pour Mme Fatou. Dans une de tes interviews, tu parlais de faire communauté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors faire communauté, pour moi, c'est en fait c'est des questions que je pose à ce pays. C'est où on dit voilà tous ces mots qui sont transformés, vidés, réinvestis, investis, posés en comme ça, comme une idéologie qui est évidente alors que rien n'est évident, rien n'est naturel, tout est créé lorsqu'on dit voilà il y a la communauté nationale et tout ce qui sort de la communauté nationale, toutes les communautés avec S sont relèvent du communautarisme, etc. Et donc moi je mets un miroir à ce pays, je le mets au défi de m'expliquer, de révéler ces constructions-là qui justement on nous fait passer comme naturelles alors que voilà, c'est le résultat de processus extrêmement longs. Qu'est-ce que ça veut dire faire communauté ? Qui fait communauté ? Comment ? Avec qui ? Où ? De quelle manière ? Et surtout, de dire que voilà, moi, de par mon expérience personnelle, mais aussi de ce que j'arrive à relever par ma recherche, cette communauté, elle n'a pas toujours fait sens, et que cette communauté, elle a concerné 6 communautés il y a, 6 communautés centralisées il y a, 6 communautés d'entraide, 6 communautés soutenues par un système social, etc., de droits et de devoirs, balance des droits et des devoirs. Cette communauté, elle a concerné en priorité des personnes qui se ressemblaient. Et voilà, je mets quelque part au défi ce pays de me dire comment ces discours, ces principes ne correspondent pas toujours avec la réalité du terrain. Et ça, c'est une chose. Donc, mettre la France ou mettre ce pays face à l'écart qui peut exister entre ces principes et la réalité vécue par des personnes sur le terrain. Et puis, à côté de ça, à côté de... Voilà, lorsqu'on lève un peu les lapins, on met un peu en lumière ces écarts, mais il faut aussi vivre. Et vivre, pour moi, c'est pouvoir dire je, pouvoir tracer son chemin dans ce pays en tant que personne. Parce que moi, je ne fais pas je ne fais pas de différence entre mon expérience personnelle, l'expérience des gens qui sont dans mon premier cercle, dans mon cercle de vie, et ma recherche est ma vie c'est ma recherche. Donc à partir de là, comment je vis, comment je tiens, comment je fais communauté. Et puis ouais, de me rendre compte que ce chemin-là, il n'obéit pas, il ne passe pas par les mêmes arcanes, il n'obéit pas à cette idéologie qui nous vient d'en haut. Et que voilà, ce n'est même pas une question de s'affranchir de cette idéologie nationale-là, mais comment est-ce qu'on vit, moi, plus que survie, comment est-ce qu'on vit aujourd'hui en étant capable de dire je, et que ce jeu, il ne vient pas que de moi, il n'émane pas que de moi, donc il faut que je me crée des espaces avec d'autres personnes, et c'est ce que j'appelle faire communauté. Et cet espace-là, il ne peut pas obéir à un dogme, cet espace-là, il ne peut pas obéir à des lois qui ont été édictées sous Napoléon ou sous Louis XIV. Cet espace-là, il est en formation constante, il grossit, rapetisse, il a grandi avec les livres que je lis, avec les personnes que je rencontre, il change avec moi. Et voilà, pour moi, c'est ça, faire communauté, être dans le projet constant, être dans l'enrichissement, l'appauvrissement, mais dans le mouvement. Tout en voulant s'ancrer quelque part, parce que ce nomadisme peut être aussi... il peut être enrichissant, mais il peut être aussi troublant, parce qu'on a envie de s'ancrer dans un petit bout de terre. Et donc, c'est tous ces questionnements-là que j'appelle faire communauté. Voilà. Faire communauté, ça c'est Mam qui l'a eu. Elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça là ? Ça c'est les trucs des délires de Mam, ça. Pour moi, réussir à faire communauté, la communauté elle est censée déjà exister. Et maintenant, une fois que tu te retrouves dedans, comment tu y vis, comment tu y survis, c'est quoi l'inclusion, l'exclusion, qui en fait partie, qui n'en fait pas partie. Je ne sais pas si c'est une question que je me suis souvent posée de faire communauté, puisque j'ai depuis longtemps ressenti le fait que je ne faisais pas partie de cette communauté.
peut-être que je sais pas, qu'aujourd'hui je me dirais que cette communauté-là ne m'intéresse pas de toute façon. Pourtant, elle m'a intéressée, elle m'a attirée. Je pense que petite, en ayant foi ou en croyant qu'elle pouvait s'appliquer à tout le monde et qu'elle pouvait m'accepter. Mais je pense qu'au moment où j'ai consciemment, vraiment que j'ai pris conscience de mon impossibilité, l'impossibilité d'être accepté de cette communauté, franchement, je m'en fous. Des communautés, il y en a plein, tu les construis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà les communautés qui m'acceptent. Voilà. Et surtout, il y a quand même, de ma part, une défiance par rapport à cette communauté imposée et rigide. Une fois que tu en comprends les mécanismes, une fois que tu en comprends les fonctionnements, tu n'as même pas envie d'y être. Tu vois? Et je pense que c'est peut-être ça l'évolution. Peut-être qu'en grandissant, la communauté, elle était désirable justement parce qu'elle était exclusive et que justement, tu pouvais être prise au piège de je serai cette noire-là qui mérite, tu vois, ou cette noire-là qui s'est tellement bien tenue que, voilà, j'y ai ma place. Mais quand il y a un moment, tu t'aperçois qu'elle est naze, qu'elle est raciste, qu'elle est pas fun, qu'elle est pas funky, qu'elle est pas, je sais pas, qu'elle est mal sapée, qu'elle est mal coiffée, t'as d'autres communautés où tu dis je préfère. Moi, ma communauté, elle est d'emblée transnationale. Dès le début de mon histoire, il y a plusieurs espaces. Il y a l'Afrique, il y a la Côte d'Ivoire et il y a la France. Ça, c'est le départ. Après, moi, je choisis les États-Unis et je choisis les Amériques. Et après, depuis cette France, aussi, je rencontre le monde entier. Je rencontre le Sénégal, je rencontre les Antilles, je rencontre, je sais pas, plein d'autres endroits. Donc moi, et c'est ça qui m'intéresse dans la notion de diaspora qui m'a obsédé pendant longtemps, c'est que la diaspora, c'est l'antimodèle de l'État-nation. La diaspora, elle ne respecte pas les frontières. Ça ne veut rien dire. Au sein d'une même famille, tu peux avoir différentes nationalités. Moi, mes parents sont de nationalité ivoirienne. Moi, je suis de nationalité française et ivoirienne. J'ai de la famille qui est de nationalité américaine ou jamaïcaine. Pourtant, on est la même famille. Donc, qu'est-ce que j'en ai à faire des... Ça veut rien dire. Et puis, je ne suis pas non plus sensible au... J'ai pas ce patriotisme-là. Tu vois, ce patriotisme national. Je peux avoir des patriotismes, mais ils sont souvent internationaux et transnationaux. Tu vois, je suis patriote Renoir, tu vois, je sais que t'es Renoir partout où tu vas, je sais que partout où tu vas qu'il y a des Renoirs, il y a moyen, tu vois, il y a moyen d'exister et d'exister dans ton individualité, même si c'est pas une identité, ni une identité noire, elle est aussi complexe et paradoxale, c'est pas toujours la fête, tu vois. Si je reviens à mes identités de base, Djoula, tu vois, je peux avoir un rapport particulier au Djoula, à ma communauté originelle. Je peux avoir un rapport particulier aux Africains du continent, puisque je ne suis pas du continent, je suis de la diaspora. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est la fête. Mais en tout cas, je pense que je suis sensible aux Noirs de la diaspora, aux Noirs qui savent déjà qu'ils ont perdu quelque chose. Pas aux simples immigrés, parce que les immigrés, en tout cas, quand c'est la première génération, ils peuvent avoir le fantasme et l'envie de revenir. Et ils ont la certitude de l'origine. Quand tu es donc immigré involontaire, donc descendant d'esclaves, ou quand tu es un enfant d'immigré, et ben, la maison, la base, la source, elle est déjà plus floue. Et comme elle est plus floue, bah, tu peux trouver d'autres points d'ancrage. Et ça, j'aime bien, tu vois, que... être en conversation avec des gens qui ont perdu une sorte d'authenticité et que c'est pas un drame, c'est pas forcément un drame, c'est pas seulement une perte, une dissolution, c'est que tu as fabriqué tu vois, t'as fabriqué aussi autre chose, tu connais d'autres communautés et tu fabriques de nouvelles communautés par rapport à toutes ces bribes, et ça aussi c'est beau, alors que pendant longtemps je croyais que j'avais perdu quelque chose et que c'était la fin du monde. Mais une fois que peut-être que tu fais le deuil de ça, bah, tu peux vivre autrement. Voilà. Mais sinon, si on parle de la communauté nationale française, moi, c'est peut-être mon arrogance et mon plaisir aujourd'hui de dire je suis française et j'en ai rien à foutre. Franchement, vous ne savez pas à quel point j'en ai quelque chose à faire. Quand je peux en bénéficier, je sais très bien ce que c'est qu'un passeport français. Je sais à quel point je peux circuler à travers le monde grâce à ce passeport. Mais franchement, j'attends que la France m'impressionne pour pouvoir me prévaloir, tu vois, d'avoir cette fierté de la France. Elle n'est pas encore au niveau, quoi, pour me dire je suis fière. Alors que je me dis, tu vois, tu prends des pays comme, je me dis Haïti, tu dois être fière d'être haïtienne, tu vois.
Le délire de l'Éthiopie, je comprends comment tu puisses être t'es éthiopien et que t'es fier. Mais même l'Irlande, tu vois, même l'Irlande, moi je me dis, j'ai toujours trouvé que c'était un pays de ouf, et je me dis, tu dois être fier d'être, tu peux en tout cas être fier d'être irlandais. Tous les endroits dominés, tu vois, qui ont tenu tête. Tu dis Vietnam, tu vois, Algérie, je comprends le délire. Tu vois, je comprends le délire de, tu sais, moi je sais pas, je repense à, là je vais la citer parce que c'est vrai, ça a été, c'est une discussion qu'on a eue, mais Fatima Das, j'avais une discussion privée une fois avec elle, mais on parlait de la France et tout ça, et voilà, je lui posais des questions, et voilà, par rapport à des attaques qu'elle subissait, et voilà, je dis donc c'est simple, tu sais très bien le jeu que tu dois jouer pour être accepté, tu vois. Et soit tu es prête à le faire et vas-y, mais en tout cas, si tu continues à faire ce que tu as déjà fait, sache que ça va être chaud. Ça va être chaud, mais t'inquiète, on est derrière, tu vois. C'est marrant, c'est la petite dernière, j'étais la petite dernière, nous, on est là, tu vois. En plus, j'avais entendu Kautar Archi parler d'elle, de Faiza Gen parler d'elle, et je lui dis, on est là, tu vois, t'inquiète pas. Et elle m'a répondu, mais moi je suis algérienne, je baisserai jamais la tête. Et ça m'a fait éclater de rire. Parce que je disais, les Algériens, vous êtes des oufs. Je connais pas un Algérien qui m'a pas dit ça. Tu vois, mais je peux comprendre ce que ça a pu vouloir dire de gagner contre la France. Tu vois, comme que le Vietnam, je peux comprendre. Et si, tu vois, pour aller jusqu'en Palestine, pour aller... tous ceux qui ont résisté, ont fini par gagner, ou ceux qui résistent encore, voilà. C'est tellement des histoires souvent désastreuses et catastrophiques que quand les petits gagnent, il y a du kiff, tu vois. Donc ce patriotisme-là, je peux l'avoir. Je peux l'avoir, et pas que pour des pays noirs. Tu vois. C'est pour ça que je parlais d'Irlande. Je trouve que ça m'a beaucoup intéressé, l'histoire de l'Irlande, et voilà, tenir tête à la Grande-Bretagne comme ça. Tu te dis, même s'ils ont perdu une partie du territoire, mais je me dis, ouais, l'Irak, je vois un peu comment ça peut se faire. Chacal, crevard, on lâchera pas, tu vois, on lâchera pas, on a perdu un truc, mais on lâchera pas, et depuis longtemps. Donc c'est ces communautés-là qui m'intéressent, ceux qui baissent pas la tête, ceux ceux qu'auraient dû perdre, ceux sur lesquels t'aurais jamais misé, oui. Ceux pour lesquels tout était déjà joué. Normalement, tu gagnes pas. Et qu'on gagnait un petit truc, même s'ils le payent. Tout le monde, tous les pays que j'ai, ils le payent. Mais voilà, ces communautés-là, j'aime pas la puissance. J'aime pas la puissance quand elle est associée à la domination. Tu vois, un pays fort comme ça, un pays que c'est la pression, c'est... Je sais pas, pour avoir passé du temps aux États-Unis. Non, mais ça veut rien dire, parce que pour avoir passé du temps aux États-Unis, ou si je devais y retourner et y rester, je pourrais très bien, pour des raisons de facilité administrative, me dire je vais devenir américaine de nationalité. Mais on s'en fout, enfin, ça serait une nationalité parmi d'autres. Si après j'allais au Pérou, peut-être que je dirais peut-être c'est relou de faire les papiers, je vais devenir péruvienne. Ça fait longtemps, depuis qu'il y a eu ces deux nationalités de départ, l'ivoirienne et la française, la nationalité c'est rien. Parce qu'elle est liée aux trajectoires, elle est liée aux histoires de vie, elle est liée... Enfin, tu vois, c'est pas genre mon sang... Je sais pas, maintenant que je parle, je dis ça... Je sais même pas encore où je serai enterrée. Je sais pas où est-ce que je serai enterrée, j'arrive pas à me dire où est-ce que j'aimerais être enterrée. Mais parce que je me dis que ma vie, elle n'est pas encore finie. Donc imagine, il y a un autre endroit où je vais et que j'aime, où la vie fait que je meurs là-bas. Mais où est-ce que ça serait important pour moi d'être enterré? Je ne sais pas encore. Je pense que ça ne sera pas en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il n'y a pas assez pour moi en Côte d'Ivoire. Et après, peut-être qu'il n'y a pas encore assez de gens qui sont morts autour de moi avec qui je veux être, aux côtés de qui je veux être pour l'éternité. Mais parce qu'il y a déjà plusieurs espaces dans ma vie. Mais peut-être que, donc on saura à la fin, que peut-être que l'endroit où je serai enterrée, ça sera l'endroit qui aura compté et qui aura voulu dire quelque chose pour moi, que j'aurais aimé. Peut-être, tu vois, si j'arrive à être enterrée dans un endroit où on a pu suivre, je sais pas, mes directives, si j'y ai pensé. Après, si c'est un accident et que pour tout le monde, c'est plus facile de m'enterrer là ou là. Mais si je le choisis,
si pour les gens qui me survivent, ça fait sens de m'enterrer là, ben, ça aura voulu dire ça de ma vie. Donc pour moi, pour l'instant, c'est pas nécessairement la France. Ça me fait penser ce que tu dis au dernier film d'Alice Diop, justement. Ouais. Oui. Où elle a dû dire à son père qu'elle ne sera pas enterrée. Ouais. Parce que je sais pas, après peut-être que, je sais pas dans ma vie ce que deviendra la Côte d'Ivoire. Imagine que j'y retourne, mais cette fille, je crois que j'ai déjà trop perdu familialement. Tu vois, cette communauté familiale, c'est déjà assez dissolu. Donc je sais pas si elle va... je sais pas. En fait, c'est ça aussi qu'on a perdu, les filiations directes. Tu sais, maintenant, il y a eu trop de ramifications, il y a eu trop de détours, il y a eu trop de... Donc, au-delà, une fois que tu es sorti du cadre familial, il y a d'autres endroits que tu as aimés passionnément. Tu vois, les États-Unis, c'est important pour moi dans ma vie. Je sais pas si j'oserais y être toute ma vie, mais j'ai des gens de la famille qui sont enterrés aux États-Unis. Le Sénégal, c'est important. Les Antilles, c'est important. La Caraïbe, j'adore. Tu vois, mais je pense que c'est encore une histoire en continu. Mais ce truc de je suis française, ça me facilite la vie administrative. Mais au niveau du cœur, la France, je la trouve très jalouse. Tu vois, elle veut être la seule. Mais c'est pas la seule. Et elle n'était plus la seule à partir du moment où elle a décidé de se déployer dans le monde. Donc ça, il faut l'assumer. Ça, il faut l'assumer. Tu vois, et même si tu vas aux Antilles françaises, c'est la France, c'est pas la France. Enfin, tu vois, ça se discute. Mais ouais, des communautés, il y en a plein. La communauté nationale, c'est leur problème. On en fait partie. C'est même pas un choix. C'est un fait. T'es né à Paris, qu'est-ce que je te dise? La prochaine notion, c'est l'universalisme. L'universalisme, c'est pas un problème. C'est le mytho-universalisme qui est un problème. L'universalisme, cette idée que tous les êtres humains se valent, toutes les cultures se valent, toutes les civilisations se valent, et qu'on peut interagir avec d'autres êtres humains et d'autres entités politiques ou, je sais pas, d'autres communautés qui ne sont pas nous-mêmes, sur la base de l'égalité, sur la base du respect, et que je sais pas moi, la couleur ou l'apparence d'un corps ne dit rien, ni de négatif ni de positif sur cette personne en face de nous. C'est pas un drame. Mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne, c'est tout. Je vois pas ce qu'il y a de si ouf à dire ça. Moi, je suis pour l'universalisme. Moi, je suis pour la paix, qu'on me foute la paix. Que, tu vois, on me voit, j'ai bien compris que j'étais une femme noire. Mais je suis noire comme je veux. Donc, je suis noire comme ci, noire comme ça. Tu t'attends à ci, tu t'attends à ça. C'est pas la peine de prendre un accent quand tu me parles. Il y a des fois, j'ai envie d'être quinf. Des fois, j'ai pas envie d'être quinf. Des fois, je suis musulmane. Des fois, je suis pas musulmane. Des fois, des fois, je suis maboula. Des fois, j'ai conscience que je peux être en association avec d'autres gens. J'ai envie d'être comme j'ai envie d'être au moment où j'ai envie d'être et de pas être sujette à toutes ces projections qui t'enferment. Tu vois, la liberté. Je suis noire, mais noire comme je veux. Donc, moi, ce qui me pèse, ce qui me trouble, c'est que c'est du mytho. De passer son temps à dire nous ne voyons pas les couleurs et que par exemple le racisme n'existe pas alors que ton histoire est fondée. Mais fondée. Mais depuis des siècles, on le sait, on le vit. Mais après, si ça peut vous rassurer, on l'a aussi étudié, on est devenu expert. Mais que vous l'avez créé. Tu vois? Et si tu étais vraiment universaliste, tu pourrais entendre la critique. Si tu l'étais vraiment, on pourrait discuter. Le simple fait qu'on ne puisse pas discuter montre les limites de cet universalisme. Absolument. Sinon, on pourrait parler. Sinon, ça serait pas... on aurait des débats rationnels. On aurait des débats intellectuels avec des accords et des désaccords. Pas des débats si passionnés, si violents, irrationnels et qui nous mettent face à chaque fois à la silenciation et à l'effacement. On pourrait débattre. Là, le simple fait qu'on ne puisse pas débattre, qu'il y ait des mots qu'on interdise, qu'on passe des lois,
qu'on censure, je sais pas moi, la dissolution de certaines associations, certains groupes. C'est ça, qu'on puisse pas en parler. C'est justement, si on peut pas en parler, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais il y a tout derrière. Il y a la vérité derrière, il y a la réalité derrière. Donc c'est pas une question de rejet de l'universalisme, c'est que l'universalisme, on l'attend. Moi, l'universalisme, c'est le paradis sur Terre. Absolument. Mais moi, j'ai conscience dans mon humanité et je sais que le paradis, c'est pas sur Terre. Bon, arrêtez vos conneries à un moment. Et donc, soit vous voulez le régler, soit vous voulez le faire devenir, ou soit, je sais pas ce que vous faites, mais ça va pas du tout. Oui, les gens qui soient noirs, jaunes ou verts, arrêtez vos conneries. Toutes nos vies. C'est encore de l'effacement. T'effaces ma vie. T'effaces ma vie, je sais. L'identité noire, tu la portes aussi dans ton corps. Tu la portes. Donc tu la portes dans ton corps, tu la portes dans ta vie. Tu sais tout ce que ça a déclenché dans ta vie. Donc tu es en train de me dire que tout ce qui m'est arrivé ne m'est pas arrivé. Pourtant, je l'ai vu. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est avec ça qu'on se débat. Cette réalité que tu as vécue qui est constamment niée. Et donc, toi, t'en es à te demander, ça c'est vraiment produit, peut-être que je suis parano, peut-être que... Non, il y a un moment où tu dis non, je suis pas parano. Et à un moment, je suis pas parano. Les idéaux universalistes, on y a cru, on est plein à y avoir cru. Et si à un moment tu vrilles, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et moi, je sais à peu près ce qui s'est passé, qui a dit non, là, vous avez pu me carotter. Soit je continue le délire, ou soit je mets un terme au délire, et maintenant, je me confronte à la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Je l'assume, c'est la réalité, vous n'allez pas m'enfermer dans ce mytho. Je comprends même pas qu'on puisse... Si, je comprends qu'on puisse fonctionner comme ça, mais que ça mène au privilège blanc et tout ça. T'as pas à t'y confronter. Je veux dire, tu l'as pas vécu, c'est parce que c'est ça, j'arrive à comprendre. Tu n'as pas vécu, c'est parce que c'est... Mais si t'étais ne serait-ce qu'un peu sympa. Ou pas juste, pas engagé, sympa, tu pourrais entendre ce qu'on est en train de te raconter et que tu ne peux pas percevoir de ta position et de ton corps. Des trucs, tu peux pas savoir ce que c'est. Je sais pas, là je suis en train de m'enflammer, mais tu sais pas, ces histoires de racisme, les gens ne peuvent pas envisager tout ce que ça peut provoquer dans une vie en termes de frustration, en termes de folie, en termes de santé mentale. Comment ça détruit, comment t'abandonnes tout, tu sais que tu vas perdre. Tu sais que, tu vois, comment tu le vis ça au quotidien, comment tu le gères, tout ce que tu pleures. Ce qui s'ouvre à toi, ce qui se ferme à toi, ce qui se ferme à toi, mais à tout, t'as le professionnel, t'as l'intime, t'as ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe mais dans les couples, l'amour possible, impossible, et tout ça. Mais c'est partout, dans la santé, j'ai dit mentale, mais aussi physique. Et ça, si tu le vis pas, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas, tu peux pas savoir. Donc je me dis la moindre des choses, ça serait de nous écouter. C'est la moindre des choses parce que certaines personnes ne savent absolument pas de quoi on parle. Et ça nous ramène à la question du langage. J'ai l'impression de parler une autre langue, mais cette langue-là, la traduction, elle est presque impossible parce qu'on vit dans un pays qui a rendu les gens, qui a enlevé l'humilité. On vit dans le pays des Lumières, nous sommes le berceau de l'universalisme, et les gens se disent, oui, je peux imaginer que ces choses arrivent au Brésil, je peux imaginer que ces choses arrivent même en Afrique, je peux imaginer bien sûr les États-Unis, mais ça ne peut pas arriver en France. Donc le fait, moi je l'ai vécu, tu sais, pendant l'épisode de la fresque de l'Assemblée nationale, donc cette fresque qui commémore l'abolition de 1794, où on m'a dit que cette fresque ne peut pas être raciste, parce qu'un objet raciste ne pourrait pas rester dans l'Assemblée nationale. Et là, on voit qu'on est dans l'irrationnel. Donc, presque comme si l'Assemblée nationale est un corps organique parce que c'est la République et que c'est une espèce de kryptonite et quelque chose qui est raciste, qui rentre, serait presque expulsé par les murs. Mais c'est irrationnel. Donc, quelque chose qui est raciste ne peut pas survivre dans la République et d'avoir, oui, c'est ce côté irrationnel, ce manque d'humilité, parce qu'on est dans le pays qui a réalisé l'universalisme, qui a réalisé l'universel, et moi Qui l'a jamais réalisé. Ça a toujours été un projet. Les gens, vous faites quoi? Quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote? Depuis quand est-ce que les femmes peuvent avoir... Est-ce que de tout temps, dans la République, les femmes ont pu ouvrir un compte en banque sans l'aide de leur compagnon, père, etc. Le code de l'indigénat, c'était sous l'Empire, c'était sous l'esclavage. Donc, oui, d'oublier que ça a été un projet et qu'à un moment,
sclérosé ce projet, on l'a mis sous cloche et qu'on a décidé qu'on y était arrivé, qu'il était réalisé et que quiconque, je ne dirais même pas le combattrait, mais le questionnerait, serait vu comme un ennemi. Et oui, donc ouais, l'irrationalité, pour moi, c'est les deux mots qui me viennent quand je pense à l'universalisme à la française. C'est le manque d'humilité et l'irrationalité qui accompagne cette espèce d'hubris qui fait qu'on va se dire, on y est. Tu le dis bien, Maboula, qui ne veut pas de la liberté, qui ne veut pas de plus d'égalité, qui ne veut pas de plus de fraternité. Tout le monde le veut, mais on arrive à un moment où on met en lumière le fait que ce projet, on n'y est pas, le compte n'y est pas. Du tout. Et ta réalité, toi, dans ce corps-là, ta réalité te renvoie très souvent, très fréquemment, la non-existence de cet universalisme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, l'exemple que j'arrête pas d'utiliser, c'est une histoire qui m'a vraiment particulièrement touchée, de cette petite fille qui a été violée à l'âge de 11 ans par un... Et c'est pas... Alors, au départ, on pourrait se dire, c'est pas une question de racisme, mais la question du racisme, elle se pose au moment du verdict. Tu dis, il y a une petite fille, elle a 11 ans, elle a eu un rapport au moins sexuel avec un homme de 23 ou 25 ans. On te dit que c'est un viol, donc on n'est même pas en train de se battre pour savoir si c'est un viol ou pas. La petite, en tout cas, elle est tombée enceinte. Donc il y a eu rapport sexuel. Si à 11 ans, 11 ans et 25 ans ou 23 ans, tu trouves que c'est acceptable, pour moi, c'est à quel moment, puisque l'homme, en première instance, il a été acquitté, à quel moment ça peut devenir acceptable? Et pour moi, je me dis c'est acceptable quand la fille elle est noire, c'est tout. Et comme elle est noire, elle n'est plus enfant de 11 ans. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, ce mec-là, il était noir ou métis, en tout cas capverdien. Et pendant le procès, il a dit, pour se défendre, c'est ça qui est ouf, j'ai été attiré par la chaleur de l'Afrique. Il a dit ça de la petite. Mais qu'ils le disent, déjà c'est chaud. Mais qu'il soit entendu et cru, c'est encore plus chaud. Cette histoire de quinf, là, c'est entre vous. Donc cette petite, on ne peut plus la protéger. Comme un enfant qui a besoin d'être protégé. Et donc cette protection-là, c'est ça la racialisation négative. Elle ne te sera pas octroyée. 11 ans, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut me raconter d'autre? Et je reste persuadée, parce que ça, j'en avais parlé... une fois en cours avec des étudiants à Sciences Po et qui était super cool et j'adorais ce groupe et il y avait une petite et c'était une petite blanche, elle avait pleuré et tout et elle disait madame, vous pensez vraiment que si cette petite fille elle avait été blanche, le verdict il aurait été différent? J'ai dit non seulement je le pense mais en plus je le sais, c'est pas une opinion, c'est l'histoire qui montre ça. Et que quand on étudie toutes les choses que j'enseigne, qui peuvent paraître parfois très abstraites, racialisation, processus, historicité, historiographie, c'est abstrait, mais c'est concret. Là, c'est ça. Tous ces concepts-là, c'est dans une vie, là. C'est dans une vie, non seulement la petite, elle a été agressée, et en plus, on dit qu'il ne s'est rien passé. C'est ça, et qu'on puisse accepter que qu'un homme puisse dire dans une cour de justice j'ai été attiré par la chaleur de l'Afrique, et que ça soit audible, que ça soit excusé. C'est quoi? C'est un non-lieu. Donc non-lieu, ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas enceinte? Ça veut dire qu'elle n'a pas 11 ans? Ça veut dire qu'elle a été engrossée par le Saint-Esprit, c'est la Vierge Marie? Ça veut dire quoi? Donc pour moi, ça, il y a plein de principes qui peuvent sembler très éloignés, très abstraits pour les gens, qui en vérité sont très concrets. C'est très concret. Combien tu vas gagner? Quel diplôme tu vas avoir? Où est-ce que tu vas habiter? Comment on va te soigner? Comment tu vas vivre? Comment tu vas mourir? C'est très concret. Est-ce que tu vas vivre? Est-ce que tu vas mourir? Donc l'universalisme, je ne sais pas pourquoi ils pleurent autant. Ils s'accrochent aux mots, alors que la pratique, ils en ont rien à foutre. Et donc, c'est le bon vieux fossé entre la théorie et la pratique. Moi, j'en ai rien à faire que tu proclames comme ça l'existence, c'est comme si la puissance de la langue, tu sais, genre, et la lumière fut. Ça, c'est Dieu, ça. Là, on est juste dans une république. Il faut faire les choses, il ne faut pas juste les dire. Il faut comment dire, au-delà de la déclaration, il faut les applications. C'est quoi ça? Donc s'ils veulent s'amuser à s'accrocher à ce mot, en faire leur totem ou je sais pas à quoi ils jouent, mais bien sûr que je suis pour l'universalisme et
et tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil et tout le monde s'aime et c'est l'égalité. Mais on n'en est pas là. Et pourquoi c'est si inaudible ou si dérangeant de dire juste mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore. Mais franchement, faites le taf. Faisons, parce que nous on le fait le taf. On fait pas juste que, je sais pas moi, grainer des chapelets et dire mais ça existe, on a l'universalisme et tout. Moi franchement, en plus je le prends très personnellement. Tu me mets ça dans la gueule, c'est que tu es en train d'effacer ma vie. Mon expérience, Mon expérience, tout ce qui montre vécu, qu'on n'y est pas, qu'on n'y est pas. Soit je suis une folle, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est arrivé parce que ça compte. Le genre, ça compte, la race, ça compte, la classe sociale, ça compte, je sais pas, l'orientation sexuelle, tout, ça compte. Me dis pas que... Et moi, je sais que je suis une femme noire. Je sais que je suis une femme noire, et puis en plus, je suis une femme africaine aussi. Je m'appelle Maboula Soumoro, j'ai pas de doute. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas d'ambiguïté pour... J'ai même pas un nom d'antillaise, tu vois, je suis foncé de peau, donc il y a des choses qui ont été très 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 claires depuis longtemps. Donc venez pas me dire que je rêve. C'est vous qui rêvez. Pourtant moi je suis une grande rêveuse. Mais dans mes rêves, ce qui m'intéresse, c'est de les réaliser. Rêver pour rêver, on n'avance pas. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est tellement insultant, c'est tellement fatigant, c'est tellement épuisant. Et c'est ça la carotte, ça maintient le statu quo, on ne change rien, il n'y a rien à changer, tout va bien, mais rien ne va. Ce qui est aussi relou, c'est qu'on attend de nous quelque chose, alors que concrètement dans les faits, s'il doit y avoir un changement, il vient de l'autre côté. C'est que nous, on ne peut rien changer en vérité. Non. C'est à vous de faire un pas vers nous. On a fait 1 milliard de pas vers vous. On vous connaît déjà. Et puis oui, on a fait trop de pas. On vous a tout expliqué, on vous a tout dit de plein de manières différentes. Ouais. On l'a dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est qu'ils n'entendent pas. Vous n'entendez pas quand les profs parlent, vous n'entendez pas quand un chanteur parle, quand un écrivain écrit, quand un peintre peint, quand quelqu'un prie. Enfin, tout. À quel moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Mais en fait, moi je trouve que c'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait, c'est ça qui te montre. Il n'y a aucun intérêt à comprendre. C'est ça que ça dit. Il n'y a aucun intérêt à comprendre. Parce que si tu comprends, il faut que tu acceptes le changement. Absolument. Donc, il n'y a aucun intérêt à comprendre. Donc, c'est le maintien du confort. Il y a un confort, il y a quelque chose à ne pas lâcher. S'il n'y avait rien en jeu, ils auraient déjà lâché, ils auraient déjà changé. Donc il y a un enjeu à ne pas entendre, ne pas comprendre, ne pas lire, ne pas écouter. Il y a un enjeu. Mais en même temps, à tellement retenir le passé, parce que finalement c'est ça, ils ne voient pas ce qu'il y a à gagner à faire que l'universalisme plus ou moins existe. Mais alors, là, moi je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Et c'est là qu'apparaît à mes yeux l'hypocrisie. Française ou occidentale? Ouais, en tout cas langue française, mais en tout cas française, parce que justement en prônant ces valeurs universalistes, en prônant ces valeurs justes et ne serait-ce que gentilles, s'ils écoutaient, s'ils faisaient ce pas, comme vous venez de dire, on pourrait atteindre une sorte d'humanité collective et égalitaire, qui est censée faire partie des valeurs qui sont prônées. Alors qu'en fait, en refusant ces transformations et profondes, on s'aperçoit que ce qui est à perdre, c'est ce confort social, ce confort économique. Là. Donc vos valeurs, elles sont sociales et économiques. Elles ne sont pas universalistes. C'est une contradiction. Parce que moi, j'arrive vraiment à comprendre pourquoi il n'y a aucun intérêt, en tout cas si tu es en position dominante, à partager. Tu vas perdre ton taf. C'est ça, c'est la question du partage. Tu vois, tu vas perdre ta place sociale, ouais. Tu vas perdre tes thunes, tu vas peut-être perdre ta maison. Ouais. Tu vas perdre quelque chose, c'est sûr. On le vit, mais même dans le monde universitaire, si tu te dis, voilà, moi je suis pour l'universalisme, je veux plus de corps noirs, je veux plus de personnes des banlieues qui vont avoir ces postes, mais il n'y a pas de nouveaux postes qui vont s'ouvrir, ça veut dire qu'il faut que tu donnes ton poste à toi. Exactement. Il faut que tu te sacrifies. Et ça, tu veux pas. Alors que, voilà, et nous, on veut même pas de ça. Parce que nous, on veut même pas de ça. On veut la révolution
On veut des échanges différents, des institutions différentes, des interactions différentes. Toi, tu t'agrippes à cet ordre-là. Et cet ordre-là, il est notamment socio-économique. Donc, il y a de la thune en jeu. Il y a des statuts en jeu. Donc, tu veux pas l'universalisme. Non. Nous, on est pour l'universalisme, mais le vrai, pas mytho. Et ça changerait le monde. Parce que là, en acceptant ça, quand tu as conscience de la perte, c'est parce que tu sais ce que tu vas perdre. Parce que tu sais très bien que le système, il est pourri. Et que, comme vient de le dire Mme Fatou, à l'université, tu vas me laisser ta place ou pas? Si tu me laisses ta place, ça veut dire que tu me laisses ton salaire. Tu me laisses ton niveau de vie. Tu me laisses tu vois? Alors que s'il y avait plus de place, est-ce que ça, on peut le rêver, ça? Absolument. Le système, il est naze. On sait très bien qu'il y aura des choses à payer. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que ça change. Donc, tu ne veux pas l'universalisme. Arrête de nous prendre la tête. Sur cette idée du temps, moi, je trouve ça très, très intéressant parce que on est dans un pays qui s'accroche, qui a cette temporalité très claire de nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que dans le passé, nous avons vécu de très grandes choses ensemble et ce passé, il est célébré comme on sait avec les statuts, les noms de rue, etc. Donc celui qui n'est pas célébré par des noms de rue, des statuts, c'est que tu ne fais pas partie de ce passé. Ça, c'est très facile aussi pour silencier, effacer les contributions de ce qu'on ne veut pas voir. Et dans l'idée de cette temporalité, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et c'est là que nous trouvons la force de nous élancer vers un futur, mais un futur qui est complètement bridé par la notion que nous avons créée nous-mêmes d'un passé qui a été, avec un soupçon d'amnésie, deux, trois pincées d'une histoire charcutée, un roman national qui est créé comme ça. Et je pense que nous, ce qui se passe avec notre génération, mais pas seulement, parce que j'ai bien vu ce que tu as dit quand tu disais qu'on trouve aussi la force d'être, parce qu'il y a eu des personnes avant nous, il y a aussi ces personnes qui ont rêvé. Et je trouve que ce qu'on nous reproche aujourd'hui, ce n'est même pas tant de lever le lièvre sur cet universalisme. Là, on vous le dit, votre universalisme, il n'a jamais été réalisé. Il a été matiné d'exceptions et de choses qui ont été complètement aberrantes. Et c'est un projet, il va falloir qu'on continue de le battre, de le bâtir. Et c'est que ça pose aussi la question de la disruption qu'on amène dans cette temporalité, de dire nous, on va rêver d'un autre futur. Ce ne sera pas un futur qui est en droite ligne de votre passé, on va se lancer. Et ce futur, on va le créer depuis de nouveaux imaginaires, on va le créer avec de nouvelles manières de parler, de nouvelles manières de penser. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement important, cette idée du rêve, qu'on ne rêve pas par rapport à je sais pas, ce moule que l'école a créé pour nous en se disant, nous on va se penser qu'on sera la nouvelle Jeanne d'Arc, qu'on va penser qu'on sera le nouveau Bonaparte. Non, on va rêver en ayant un peu de la Jamaïque, un peu du Sénégal. Et il y a ça aussi qui est en jeu du fait que... c'est une disruption. C'est une disruption historique, mais géographique. Géographique. On aura plusieurs, on va rêver à partir de plusieurs horizons, on va rêver peut-être à d'autres horizons. Oui, peut-être qu'on ne veut pas se faire enterrer en France, mais ça ne veut rien dire. Parce que pour nous, la France, en tant que territoire géographique, ça ne veut rien dire. Et je pense qu'il y a tout ça aussi qui joue dans quel futur on veut créer, et aussi le fait que, c'est ce que tu dis, Maboula, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, derrière, il y a la question du pouvoir, derrière, il y a la question de la thune, derrière, il y a la question de l'espace qu'on construit, et que nous, on a décidé que nous allions rêver à de nouveaux échanges, nous voulions... et des échanges, des manières de penser, des manières de se voir, qui ne soient plus seulement couchés comme ça dans la beauté du geste, dans la beauté de plein d'impératifs subjonctifs, machin chouette, mais qui soient réels et qui soient ancrés dans la réalité. Et ça, c'est trop compliqué pour ce système. Dans les faits, c'est hyper simple. Je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut au moins est-ce qu'on peut au moins essayer? Voilà. Sans être traité d'islamo, collabo, judéo, bolchevico, féministo, arabo, banlieuseo, voilà, tu comprends? Et c'est là que je vois, pour moi, il y a une espèce de conflation totale entre la folie de ce pays, l'irrationalité de ce pays, la méchanceté, la jalousie. Il y a une méchanceté, il y a l'envie de se dire, moi je n'ai pas la capacité de me projeter, de sortir de ce petit cercle qui est le mien, mais d'où rêves-tu? Mais de quel droit? Moi je pense qu'il y a de ça. De quel droit tu te permets de rêver? De rêver si grand? Il y a beaucoup de ça. Il y a de ça. Mais après, mais c'est ce qui fait un peu plaisir. Moi je me dis, je les trouve tellement petits. Tous ceux qui attaquent, je les trouve tellement ignorants, je les trouve tellement bêtes.
tellement étriqué. Tu sais, je me dis, la classe, c'est nous qui l'avons, c'est tout. C'est tout. La classe, c'est nous qui l'avons. Tu sais, tu dis, tu sais, ils font la misère, tu vois, et puis ils troublent notre confort, tu vois, ils nous font un peu la misère. Mais franchement, est-ce que tu as envie d'être comme eux? C'est ça, moi, que je me dis, tu sais, c'est ça qui restera. Si je n'ai pas envie d'être comme vous, je sais que vous avez le power et que vous arrivez à me faire des trucs ou à faire des choses. Sur Paris? Ouais, non, mais tu sais ils décident encore je sais pas, des boulots, du logement, du truc. Il y a quand même, il y a une puissance. Mais c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il y a plein de choses que tu vois, même nées dans la douleur, des trucs qui sont belles, qui sont tellement belles, qui sont tellement grandes, qui sont tellement flamboyantes. Tu vois, tu vois, moi j'aime bien. Bon, maintenant, il y a plus seulement elle, mais je sais pas, même Aya Nakamura, quand elle a débarqué, voilà, je me dis. Qu'ils ont le seum. Tu te prends Aya Nakamura dans la gueule! C'est tout! Qu'est-ce qu'elle s'en bat la race de vous, putain! Tu vois, et qu'est-ce qu'elle est. Pour moi, comme tu sais, elle est jeune, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'elle a la tête haute? Qu'est-ce qu'elle s'est pas perdue dans le truc, je vais me conformer, il y aura moyen. Elle a dit, je parle comme ça, je danse comme ça, je suis formée comme ça, je trouve que je défonce. Tu mets un soutien, je mets pas de soutien. Tu vois, je mets une perruque comme ça, je fais ce que je veux, je suis même pas dans le truc genre cheveux naturels, et je m'en fous, j'ai des cheveux synthétiques et tu sais, je sais pas, moi, ma perruque elle vaut 800 balles, tu crois. Tu sais, je l'ai trouvée tellement libre, et c'était tellement frais, tu vois. Et c'est elle qui explose à travers le monde. C'est elle. C'est elle qui explose, tu vois, et elle vous regarde même pas. C'est elle qui représente la et France. ça vient d'Aulnay, tu vois, je veux dire, ça, tu vois, Aulnay sous, tu vois. Elle représente la France. T'as dit la fois où je conduis à Times Square et je tombe sur un truc, mais de, je sais pas, 40 mètres de haut. Ouais. Le plus haut billboard de Times Square, c'était Aya Nakamura. J'ai dit, voilà, la France. D'habitude, tu vois Nike, là, c'est Aya Nakamura. Enfin, tu vois que. Donc, c'est un peu chiant parce qu'ils te font vraiment. C'est comme s'ils voulaient te faire plonger dans la boue avec eux, mais on n'en est pas là. Vous avez rien compris. Il y a tellement de grandeur, de beauté, je sais pas, il y a des choses que tu lis, que tu écoutes, tu vois, on peut parler de musique et de son, il y a tellement de productions qui ont été vraiment transcendantes, profondes, tu vois ce que je veux dire, ça vient avec une expérience de vie, ça vient avec une expérience même de misère, d'exclusion, de marginalisation, mais qu'est-ce que c'est beau, et vous pouvez pas, justement, et ça, ils sont à genoux devant ça, tu vois, parce que la puissance du jazz, tu vois, la puissance du gospel, tu vois, la puissance du rap, la puissance de... Mais ça, il faut le vivre pour le produire. C'est les tripes qui parlent. Tu vois, c'est tellement fort. Et ça, c'est nous. C'est tout. On a déjà gagné. Hein. Vous citez Aya Nakamura, mais de la même manière, quand tu sais que Maître Gims, il est numéro 1 des ventes, et qu'il a fait une demande pour être français qu'on lui a refusé, et que c'est l'artiste qui vend le plus, et qui fait des tournées dans tous les zéniths et à l'étranger et tout. Ouais, okay. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, même pas la question n'est même pas là, mais comment on te refuse? Tu vois, moi je le vois différemment un peu, parce que c'est pas ça, c'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi ce qui m'intéresse chez Gims et chez d'autres, que ce soit Gims, que ce soit Dadju, que ce soit Niska, moi derrière eux je vois les aides. Pour moi c'est RDC, Zaïre, enfin pas comment ils sont arrivés, c'est un peu plus une immigration un peu plus récente que tu vois des immigrations précédentes, tu sais, d'Afrique de l'Ouest et tout ça, c'est pour parler des Africains. Et eux quand ils sont arrivés, tu vois, que ce soit dans la fin des années 80 ou au début des années 90, ou les crises au Congo, la dévaluation, même si bon, le Congo c'était un peu différent, mais cette période-là, tu vois, je pense à des Passy, tu sais, un ministère amer est pas venu en touriste, tu vois, et qui arrive, et puis tous les sapeurs et tout l'exotisme autour. Mais au-delà de ça, la musique congolaise, vous croyez que c'est de la blague ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, Gims, c'est l'enfant de ça. Mais nous, là, vous êtes sur Gims en ce moment, mais nous, on sait que, genre, je veux dire, même son père, c'est un musicien. Et nous, cette musique-là, on la connaît, elle est forte Kofi, depuis longtemps. Tu vois, ouais, là, tu parles de Kofi, je me rappelle que c'était peut-être au début des années 2000.
peut-être début des années 2000, j'ai lu un article dans la presse, mais vraiment mainstream, je sais plus qui c'était. C'était Kofi Olomide qui venait de Sold Out Bercy, tu vois, à l'époque. Et l'article, c'était, mais qui est Kofi Olomide? Tu te dis, merde, qui est Kofi Olomide? Mais vous êtes malade. Toi, t'as grandi avec dans les fêtes. Tu vois ce que je veux dire? Et que bien sûr qu'il remplit le Bercy comme il veut, quand il veut. Et aujourd'hui, c'est Fali. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a déjà, et maintenant c'est devenu, tu sais, vraiment, ça a pénétré le mainstream, tu vois, mais genre c'est nouveau. Mais pour moi, Gims, c'est un Z. C'est tout, c'est un Z, et il était temps, tu vois. Et après que la France, tu fasses la misère et tout ça, je vois ce que tu veux dire, même s'il y a des trucs derrière. Mais, non, mais parce que dans le public, mais la différence de Olomide, c'est que le public de Gims... Il est blanc. C'est un public blanc. Français. Non, mais bien sûr, ça je sais, mais ce que je veux dire pour moi, c'est, il y a l'histoire, je voulais juste dire, l'histoire ne commence pas là. Là, vous rattrapez, mais vous avez déjà raté. Vous avez déjà raté tellement. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, même Youssoupha, c'est le fils. Tu vois Donc là, vous êtes arrivé à la deuxième génération, troisième génération. C'est ça qui m'intéresse chez lui. Tu sais, c'est genre, ouais, nana, maintenant, c'est doux. Mais vous faites danser parce qu'il a l'habitude. Tu sais pas ce que c'est que la musique congolaise. Vous savez pas ce que c'est. Et c'est voilà, cette musique, la musique congolaise, que ce soit les gens, bon, on a fait passer Youssou N'Dour du Sénégal, mais tu sais pas ce que c'est le ballard. Enfin, tu sais pas ce que c'est, je sais pas, la salsa, tu sais pas ce que c'est que je sais pas, que le reggae, mais t'es malade. Nous, on est les héritiers de tout ça. On sait, avant que ça devienne numéro 1 des streams en France, et des gens qui sont pas de chez nous. Mais nous, on le sait, nos communautés, même parce qu'on traîne ensemble, on le sait, tu vois, c'est... Dans le bouquin, par exemple, il y a un moment, je parle du 113, tu vois, et je parle surtout de Tonton du Bled. Et que Tonton du Bled, c'est un grand son qui a été aussi, tu vois, reconnu et qui s'ancré dans une mémoire collective rebeu. C'est ça, c'est le sample qu'il a pris aussi qui parle. Tu vois, c'est le sample qu'il a pris. Tu prends un classique de la chanson des parents des colons de l'immigration. C'est ça aussi qui parle et qui après peut, pénétrer d'autres communautés. Et qui après, de toute façon, c'est remixé, c'est Mehdi et c'est remixé, c'est hip-hop. Donc déjà, c'est une langue élargie. Mais il y a quand même un ancrage où cette musique algérienne, elle voulait déjà dire quelque chose et elle était déjà puissante chez elle. Tu vois, c'est pas un sample obscur, c'est pas un son obscur. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, si quelqu'un décidait de, je sais pas, moi, tu sais, je suis de la Côte d'Ivoire, tu samples Brel ou même tu samples Alpha Blondy, c'est pas Alpha Blondy de Sweet Fanta Diallo. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas, que ça soit Brigadier Sabari ou que d'autres trucs, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose pour cette génération d'Ivoiriens, et puis lui, en l'occurrence de Djoula, qui étaient les rebelles de l'époque et qui n'étaient pas du tout validés par par leurs aînés, et qui étaient en conversation, je sais pas moi, avec Bob Marley ou avec le reggae de la Jamaïque et tout. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, avant que tu aies des hits, que tu sois Grammy tu vois, en France ou dans le reste du monde. C'est ça, donc voilà, pour moi, Gims, c'est ça. Après, on verra s'il a ses papiers ou pas. Apparemment, il a des histoires à régler, là. Mais pour moi, c'est un Z. Tu te dis, il vient pas de nulle part, le mec, tu crois quoi? C'est ça, toute cette culture qu'ils connaissent pas, cette ignorance-là. Alors que nous, on connaît la culture classique. Nous, on a plus de culture, on a plus de connaissances. On a tout en double. Parce qu'on s'est tapé le reste. Bah, même Aya... Plus qu'en double, hein. Ouais, plus qu'en double. Minimum. Ouais. Tu vois que... je sais pas, c'est comme ça que je vois Gims. Il y aura un truc dans la rythmique. Et je suis pas du tout en train de dire que c'est de la génétique et tout ça. Hein. Mais c'est dans la culture aussi. C'est que tu connais pas. Tu vas dire... c'est comme si tu disais, je sais pas, Nigeria, fais-la. Tu vois, c'est tout, et puis d'autres en plus, mais il y a des terres comme ça, si je sais pas, Haïti compas, voilà, je sais pas, Anti-Kassav, c'est tout, il s'est passé des choses, c'est pas des terres vierges et nulles et qui attendaient la colonisation, l'arrivée ou le regard porté sur elles. Et la validation. Kautar Archi disait dans son livre « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », en parlant des auteurs qui écrivent en langue étrangère,
l'obstacle de l'incompréhension entre enfants et parents. Et elle citait un exemple où elle prenait l'écrivain somalien, Nourdine Farah, qui disait « L'écriture, c'est un champ miné de trahison. J'ai trahi ma mère en devenant non pas poète oral, mais écrivain. Et de plus, en écrivant en anglais, c'est-à-dire dans une langue incompréhensible pour elle. » J'ai l'impression que cette citation, elle revient sur tout ce dont on a parlé depuis le début de ce podcast. Comment tu as écrit ton livre, comment tu as eu du mal à écrire ton livre, pourquoi tu as écrit ton livre, pour qui tu as écrit ton livre, pourquoi je fais ma recherche, pour qui j'écris ma recherche, comment je la fais, comment je ne la fais pas, quels sont les obstacles, à qui on parle. Les langues qu'on doit utiliser, que ce soit les langues anglais, français, portugais, mais aussi les langues, la manière dont nos corps doivent louvoyer d'un espace à un autre. Est-ce qu'on parle la même langue à l'université que quand je dois expliquer mon travail à ma cousine? Est-ce que ce qu'on fait est compris de la même manière sur un plateau télé que dans un amphithéâtre? Et c'est toutes ces questions-là qu'à un moment, moi je sais que personnellement, en ce qui me concerne, il y a un moment où j'ai joué le jeu et j'ai décidé de parler plusieurs langues. Pas juste d'écrire en portugais, en français, en anglais, mais de me dire je vais écrire cette thèse et puis je vais faire ce livre parce que ce livre me permettra d'arriver à l'échelon supérieur dans le milieu universitaire, et puis un jour d'avoir cette conversation avec mon frère, de me rendre compte que mon petit frère qui était adolescent à l'époque ne comprenait pas sur quoi je travaillais, plus la frustration d'une ou deux choses qui sont arrivées qui m'ont fait me dire qu'il fallait peut-être que je traduise mon livre ou ma recherche dans un médium qui soit plus grand public. Donc j'ai dû faire mon film, et à un moment je me suis rendu compte que même mon film, il y avait des gens qui ne le regarderaient pas, donc il faut peut-être écrire. Donc je me suis mise à écrire des articles pour des journaux, donc j'écris, et à un moment je me suis rendu compte qu'on était presque conditionné à voir, parce que voilà, il faut être dans la langue française, il faut être dans la langue ou le langage national, et donc cette multiplicité de langues, de canaux, de médiums était vue comme une trahison, soit des parents ou de la culture nationale ou de la culture natale. Mais qu'est-ce qui se passe quand la culture natale, comme Maboula disait, est floue? On est obligé de s'adapter à plusieurs médiums, et donc je sais pas, je suis arrivée à un moment où je ne le vois plus comme une trahison, ni de la mère ou ni des mères, ni du pays, ni de mon travail, mais de le voir juste comme des manières différentes de dire la même chose, des manières différentes d'atteindre des publics différents, des manières différentes qui aussi correspondent à la manière dont je me sens à certains moments. Je sais pas pour toi. Non, c'est moi, si aujourd'hui je suis plus apaisée, c'est vraiment des questions qui ont été hyper douloureuses, et c'est des questions super intimes aussi, et Kautar Archi, je la cite dans le bouquin, et c'est pas Derrida, parce qu'elle-même elle cite Derrida, mais moi c'est Kautar qui m'intéresse, tu vois, que je me dis tu vois, c'est Nobeux qui a fait des études, qui a grandi comme ci, comme ça, il va avoir une sorte de familiarité, tu vois, d'emblée. Mais la question que ça pose, c'est comment ça se passe à la baraque quand t'es la première génération de Français, et comment toutes ces histoires, et comment, comme on disait un peu tout à l'heure, tous ces principes, ces abstractions, ces vagues migratoires, comment ça prend corps et forme dans les familles, et à quel point, donc là c'est vraiment une perspective personnelle, mais à quel point ça peut creuser un fossé entre toi et tes parents, et ça c'est réel. Et moi je trouve que chez nous, on a quand même pas mal, chez nous en général, hein, on a quand même joué pas mal le jeu de la déférence des parents. Tu vois, les parents c'est sacré, la daronne, t'as vu, nanani, nanana. On parle pas des tensions, on parle pas des tensions, et des tensions il y en a. Je dis pas qu'on peut parler que des tensions, mais il y a un écart. Moi je me dis, moi et ma mère, on n'est pas les mêmes femmes. On n'est pas les mêmes femmes. Déjà, on n'a pas le même vécu, mais on n'a pas les mêmes rêves. Et ça, c'est normal, je dirais, entre générations de parents et enfants. Ça, c'est commun. Mais quand tu as l'histoire et la géopolitique et tout ça qui s'immiscent entre les deux, ça peut vraiment aussi donner des drames. Tu vois, qu'est-ce que tu gardes, à quoi tu restes fidèle, qu'est-ce que tu rejettes, qu'est-ce que tu as le droit de rejeter, qu'est-ce que ça va te coûter de rejeter, comment tu vis, comment tu te maries, comment tu vois, ça, c'est chaud. Et donc, moi je trouve que j'espère qu'on va s'autoriser de plus en plus à écrire ces récits-là qui seront plus complets,
parce qu'ils seront plus complets, parce que plus complexes, parce que plus paradoxaux, parce que raconter aussi des embrouilles. Raconter aussi des embrouilles, et ça veut pas dire pour rejeter, parce qu'on a été coincé, comme on peut pas tellement parler de nous et de ce qui va pas, parce qu'il y a tellement une agression ou de récupération, voilà, une agression de récupération que tu vois, comme quand j'étais petite et que j'ai commencé à voir, en tout cas aux nouvelles, à la télé, c'était les premiers procès polygamie, d'excision. Ouais, excision. Tu vois, des fois, ça m'est déjà arrivé de voir, je sais pas, une meuf, genre une malienne, souvent c'était des maliens, les parents jugés pour excision. Et je me suis toujours dit, c'est un truc de ouf. L'excision, c'est un truc de ouf, hein, je même pas... mais comme dans ma communauté, c'est pratiqué, tu vois, c'est quelque chose de vachement familier. Et je me suis toujours dit, la meuf voilà, qui a porté plainte et qui était là, qui était souvent soutenue par des associations féministes blanches, tu vois, je me disais, la meuf, elle a plus de famille. De fou. Donc, c'est tant mieux pour elle, enfin, tu sais, si elle a échappé à l'excision et tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'on va régler le truc de cette façon, parce que cette meuf-là, c'est dead. Comment tu fais pour réparer ça? Tu vois? Et comment tu peux expliquer à tes parents, je veux pas être excisée, ou je veux pas être mariée, ou je veux pas... Comment, tu sais, tu vas les décevoir. Eux sont venus avec leurs rêves, avec leurs trucs, et avec cette idée que rien n'allait changer, qu'on allait se transplanter dans un autre truc. Et puis après, toi, tu es là, et tu grandis là, puis en plus, après, tu vas ailleurs. Quel modèle de femme tu es par rapport, toi, à ton milieu? Tu vois? Et comment tu le vis, tout ça, comment tu le gères, et puis après, plus tard, comment t'en parles, comment t'écris dessus, comment, de l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, et tout ça. Donc, c'est une question compliquée, mais c'est une question douloureuse, et qui, pour moi, est devenue moins douloureuse avec l'âge. Mais il y a eu des bagarres de ouf. Et des bagarres voilà, intérieures, et des bagarres intimes, et des choses dont tu parles pas, tu vois, des choses dont tu parles pas à l'extérieur. En tout cas, tu vas en parler avec tes proches, ou tu vas parler dans ta communauté, mais il y a eu plein de drames. Et puis le fait moi, je sais qu'il y a une chose à laquelle je pense tout le temps, où je me dis, on aimerait tellement pouvoir ouvrir ces enveloppes-là, pouvoir parler de ces choses-là pendant que les personnes sont encore là, pouvoir filmer, garder. Moi, j'étais très émue quand j'ai vu tu vois, les extraits où il y a un anniversaire dans le film d'Alice Diop, parce qu'on n'a pas grandi avec ces... on a des photos, il y a des très jolies photos dans les albums, mais il y a très peu de vidéos. Et je me dis, voilà, il y a des choses que moi, je sais pas, j'aurais aimé dire à ma mère pendant qu'elle était là. Et puis on se dit, c'est trop douloureux entre nous. Et puis il y a des choses que je ne peux pas dire hors de la famille, parce que je sais que ça sera tout de suite récupéré pour dire, ah oui, c'est comme ça dans les familles africaines, etc. Et donc on laisse passer, on attend que la personne parte. Et puis il y a une chose qui se passe, c'est que souvent la personne part, on se dit, bon, à quoi bon? À quoi bon? Et en fait, on se construit sur ce manque-là, quelque part. Tu le vis. Et après, mais même ces douleurs, même ces silences, ont fabriqué aussi, quand même, peuvent donner de la beauté, quand même. Et tu vois, et quelque chose... C'est pas que des drames, mais c'est quelle histoire tu racontes, quelle histoire tu fabriques, quel récit tu fabriques, avec le bon, le mauvais, tu vois, un peu le... Je sais pas, c'est comme... vous voyez le travail d'Arthur Jaffar? C'est un artiste, et il fait beaucoup de vidéos en ce moment, africain-américain. Il fait des trucs, mais c'est magnifique. Mais c'est vraiment magnifique. Et il a une de ses dernières productions, en tout cas audiovisuelles, Love is the message is love, mais c'est de la beauté en barre. C'est une vidéo qui doit faire, je sais pas, une dizaine de minutes, pas plus, où t'as l'impression, tu pourrais te dire, bah, c'est facile, je vais prendre des petits extraits vidéo, je les mets bout à bout, tu vois. Et en fait, c'est comme s'il documentait l'histoire vraiment culturelle ou socio-culturelle des Africains-Américains, avec que des images. Mais il met tout, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la narration respectable, tu vois. Il va mettre des twerkeuses, il va mettre des soirées cheloues, ghetto, tu dis non, là c'est trop, t'es en culotte, meuf, enfin tu vois ce que je veux dire, et tout beau qui danse, je sais pas quoi. Après il peut te mettre un coup de Nina Simone, il peut te mettre un coup de, je sais pas moi, LeBron James, tu vois, et puis c'est sur un son de Kanye West qui est magnifique, qui s'appelle Ultra Beam Light, et ce montage vidéo, en fait,
bah, il te montre toute la communauté. Il n'y a pas les bons, les gentils, les riches et les pauvres. Il y a pas... Tout ça, c'est nous, en fait. Tout, le meilleur, le pire, le plus bling-bling et le plus sale, tu vois, le plus vraiment dirty et le plus... Et ben ça, c'est nous. Et au final, ça fait un truc super beau. Ça fait un truc super beau, tu vois. Et donc, nous, je pense que comme on est encore coincé dans ces questions de respectabilité, d'intégration, d'assimilation de trucs, et ben, on n'arrive pas encore à dire, encore une fois, la pleine complexité de nos vies. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait libre. Parce que si je dis ça, ça va passer pour ci. Si je dis ça, ça va passer pour ça. Et puis mes parents sont... Et puis nanana. Et puis tu sais, les histoires de double vie. En fait, mes parents ils croient ça, mais en vérité, j'ai mon gars. Nanana. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il faut est-ce que je peux parler de l'homosexualité? Est-ce que je peux parler du fait que je mange ralouf? Est-ce que je peux parler du fait que je crois pas en Dieu? Toutes ces choses. Ouais. Tu vois, sans... Est-ce que je jeûne? Je dis que je jeûne, mais je jeûne pas. Mais je jeûne pas. Enfin, tu vois. Et c'est ça qu'il va falloir dire, enfin, s'autoriser à dire. Et après, les jeunes, je pense il y a des trucs, tout à l'heure, je parlais de Fatima. De Fatima Das. Je me dis, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais, alors, t'imagines, donc c'est un truc de... T'es qu'elle le dise publiquement, mais moi, tout de suite, tu vas te dire, et qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Tu vois? Et qu'elle se dit, bah, je le fais quand même. Donc, il y a une étape. C'est que tu te dis, ouais, peut-être on a taffé, tu vois. Il y a des trucs que les jeunes, elles se permettent. Mais ça ne m'étonne pas qu'elle soit si jeune. Tu vois, que ça ne soit pas quelqu'un de notre génération. Après, c'est un peu ce que vous disiez toutes les deux. C'est que je pense que la grosse crainte, ou peut-être c'est ce que je m'imagine, c'est la récupération. Ouais, moi ma crainte la première c'est ça. C'est pas de le dire. Ouais, mais ça veut dire qu'on est encore emprisonné. Mais non, mais ça veut dire qu'on est encore emprisonné dans ce regard-là, dans le gaze. Et pour moi, la liberté, c'est de dire je m'en bats. Je peux en parler. Je m'en bats. Enfin, tu vois, j'ai géré ça, toi tu vas pas m'avoir, j'ai dit ça, mais ça veut pas dire que je suis avec toi, de dire d'être assez solide de tous les côtés, de l'intérieur et aussi dehors, tu vois. Il y a une nana en parlant de ça, comment je dois être fatiguée, qui travaille sur l'excision. Et on se dit tout de suite, oh là là, c'est chaud, le truc qui va tout de suite pouvoir être récupéré par la gauche universaliste. Et en fait, elle fait un travail, son nom va me revenir, elle fait un travail hallucinant de dire en quoi ça touche le corps, en quoi ça a marqué sa vie, en quoi ça marque la vie d'autres personnes, en quoi ça a compliqué la relation avec la mère. Comment est-ce que 30 ans plus tard, on n'en parle pas avec la mère et qu'on se rend compte que finalement la mère a transmis un geste ou continué un geste dont elle-même elle a souffert 50 ans plus tard et on se rend compte que finalement on peut ouvrir ce pan de communication avec la mère et ma première question, ouais mais t'as pas peur, la récupération, quelle récupération? Et là tu te dis ok, c'est ça que je dis. J'en parle parce que ça me touche, j'en parle parce que ça a touché ma mère, j'en parle parce que ça touche ma communauté. Les gens l'accueillent comme ils veulent. Et c'est ça en fait, c'est ce que tu dis de pouvoir... Avant, moi j'ai vu dans les années 80, moi je me rappelle une meuf qui était déjà venue à la maison, elle était dans une asso, elle luttait contre l'excision. Et elle luttait, c'était la première fois, après je l'ai vue dans un documentaire à la télé, où elle disait, mais moi, voilà, notre association, on va parler aux hommes, en fait. Elle dit, on va parler aux hommes, parce que c'est bien gentil de dire, on va pas sexiser, mais si tu vis dans des communautés ou dans des sociétés où un mariage, c'est ton statut social, si c'est toi la seule rebelle qui est pas mariée, ben voilà, t'es libre, t'es pas excisé, tant mieux, mais t'es une merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'es une merde socialement. Donc elle dit, nous on va parler aux hommes et on va leur expliquer qu'une femme non excisée n'est pas impure, et qu'ils peuvent l'accepter comme femme et tout ça, c'est comme ça. Et c'était la première fois, c'était dans les années 80, au début des années 90, et c'était une quinf, et c'était une meuf que j'avais déjà côtoyée, et je me suis dit, il y en a qui font le taf. De chez nous, il y en a qui font le taf, ils n'ont pas attendu, je veux dire, les meufs qui se font exciser, elles savent très bien que c'est une galère. Je veux dire, y a pas... Après, il y a ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire au sein de ta communauté, mais je sais pas si j'ai déjà rencontré une meuf qui était contente d'être excisée. Tu vois ce que je veux dire, qui disent j'ai survécu, j'ai pu le faire, enfin tu vois, j'ai le truc, il fallait le faire, mais pas super, tu vois, je suis excisée, tu devrais le faire, tu vois, si tu peux vesquille ma copine, tu vois. Mais c'est ces histoires-là, c'est les histoires à venir, mais ça sera pour moi les histoires de la liberté, ça sera les histoires de la liberté. C'est-à-dire tu ne seras pas récupéré, tu pourras te dire selon tes propres termes
et tu pourras dire ce que tu as à dire à tout le monde, à tous Sans les avoir aspects à de ta penser, vie. Sans avoir à penser à la récupération, Ouais. sans avoir à... Parce que c'est une entrave, c'est une cette entrave. récupération aussi, tu vois, de dire je vais pas dire ça parce que ça va passer pour... Ben ouais, mais ne pas les calculer, c'est ça, moi c'est ça ne pas les calculer. Je m'en fous de vous, c'est pas pour vous, c'était pas à vous, c'était pas, tu vois, ceux qui captent, ils captent, mais c'est parce que si votre regard il pèse trop sur moi, il modèle. Il modèle. Mais de ce qu'on veut, c'est la liberté. Tu penses que Camille Kouchner s'est posé la question avant de balancer son beau-père, de se dire comment est-ce que cette question allait... Mais bien sûr qu'elle s'est posé la non, question. mais de se dire, est-ce que tous les hommes blancs plus de 70 ans se verront? Est-ce que moi je peux prendre... Oui, par rapport à son frère et puis à sa famille. Oui, à sa famille. À sa famille, même sa mère elle était déjà morte. Bah oui, donc il a fallu attendre. Parce que le dire déjà, mais tu te dis pas que le livre, tu vois. Mais tu te dis pas que le livre va façonner la manière dont tous les hommes blancs de plus de 70 ans seront vus à tout jamais, et que de te faire porter à toi, à ta parole individuelle, le destin de tous les hommes blancs de plus de 70 ans qui seront vus. Parce qu'on va te parader on va te parader dans tous les plateaux pour dire, vous avez vu, grâce au témoignage de Mme Fatunian, maintenant on sait que tous les frères sont... Bah non, elle a le privilège de penser, de ne pas avoir à penser à ça. C'est la décharge raciale. La décharge raciale. On a mis la charge raciale, maintenant on a la décharge raciale. Ceux qui ne la portent pas, ils sont... C'est vrai. Dernière question. Ouais. Décharge raciale. Avec quelques collègues, quelques camarades de lutte, vous êtes invités dans quelques émissions de télé, à la radio, cités ou interviewés dans la presse écrite. En général, vous êtes tellement bâchés, critiqués, vertement, rudement, dans les émissions. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe le après? Comment vous arrivez à guérir de ça? Bah, moi, je peux répondre, ça va être très facile parce que je suis beaucoup moins invitée qu'elle. Et puis, très souvent aussi, quand je suis invitée, je n'y vais pas. En fait, je ne sais pas si c'est une chose que j'ai découvert, pas l'engagement, mais beaucoup de l'attrait que j'ai eu par rapport à la question noire comme objet de recherche ou même de vouloir travailler sur ces questions. C'est en te voyant toi à la télé. Et tu venais juste de commencer, je crois, avec toi, Rokhaya. Et de me dire, mais c'est pas possible, tout ce qu'elle se prend. Et pourtant, elle reste debout. Et donc, ouais, moi, je vais te laisser répondre parce que tu as beaucoup plus d'expérience par rapport à cette question. Mais alors, la première chose que je fais, c'est que je lis pas les commentaires. Je lis absolument pas les commentaires après mes passages. Même si on me dit, voilà, tu as fait ça, l'air libre, machin, c'était bien. Donc, je ne lis pas les commentaires. Parce qu'il y a un moment, je pense, où même on peut être fait de téflon, on peut être fait de tout. Il y a un moment où on va lire 300 commentaires en rigolant, en se disant mais c'est pas vrai, mais si j'ai mon diplôme, mais si je suis pas ça, mais c'est ouf. Et il y aura le 301e commentaire qui va toucher. On ne sait pas pourquoi. Alors est-ce que c'est la fatigue, ou est-ce que cette personne qu'on ne connaît pas, qui peut-être n'est même pas une personne, qui est un robot, a su trouver l'enchaînement des 3 mots qui vont nous toucher, parce qu'on est humain. Donc moi je ne lis pas les commentaires, les amis ne me font pas passer les commentaires, donc ça, et pour moi je pense que ça participe aussi de cette volonté de se faire, quand je dis faire communauté, s'entourer de choses, de mots, d'êtres qui vous aident à construire ce futur-là et ne pas être rester prisonnier de ce mauvais présent et de ce passé tronqué dans lequel on veut nous enfermer. Donc voilà, c'est comme ça, sinon je passe la parole à l'experte. Non, moi je dois avouer que vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, une exposition média, mais c'est vraiment au retour des États-Unis où on m'a encouragée en fait, et parce que j'avais pas du tout conscience de ce que j'étais censée représenter en France, tu vois, cette anomalie-là. Et donc au départ, voilà, je l'ai fait parce qu'on m'y a envoyé, et ça sera la seule forme de militantisme que j'assumerai, parce que j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire d'être dans l'espace public médiatique, mainstream, et d'être une meuf Renoir à l'Ox qui a le parcours que j'ai. Tu vois, j'ai compris l'enjeu. Donc ça, je l'assume. Mais c'est vrai que c'est du taf, en fait.
C'est du taf, c'est pas pour les expositions médiatiques, t'es pas payé, t'es pas... Mais ça, c'est quelque chose que je continue à faire quand je peux, quand j'en ai l'énergie, parce que ça te pompe de l'énergie. Mais je trouve que c'est important, que la question de la représentation, elle est aussi importante, et que moi, je sais que en grandissant, dans ce qui m'a fait rêver, c'est aussi de rencontrer des gens qui m'ont fait rêver, et des gens qui pouvaient parfois me ressembler. C'était pas seulement des gens qui n'avaient rien à voir avec moi. Et que tu te dis, si tu peux changer l'imaginaire de gens qui te ressemblent ou pas, parce que c'est pour tout le monde, tu vois, et ben voilà, fais-le. Et après, il n'y a pas que des embrouilles, il y a aussi des gens qui te remercient. Il y a une fois à la piscine, je vois une femme noire avec son enfant, elle a dit merci, ça fait du bien. Alors j'étais justement à la piscine parce que je m'étais fait allumer la veille, tu vois, j'étais partie me détendre. Et c'est une meuf comme ça à la piscine, et c'est une meuf qui n'a pas du tout la même vie que moi, parce qu'aujourd'hui j'ai une vie de privilégiée, je suis là à me prendre la tête sur la controverse de si les gens ils taffent, ils payent leur loyer, ils sont là, ils sont pas en train de savoir ce qui a été dit là ou là ou là, tu vois, c'est pas ça leur vraie vie. Mais en tout cas, ça peut être un ancrage dans la réalité. C'est ça qui fait que je peux aller voir des étudiants ou des lycéens ou des collégiens, ou que je peux aller dans des prisons, parce que déjà, c'est comme si tu viens de là et que tu n'as pas envie, même avec l'âge, tu n'as pas envie de perdre ce lien-là. C'est comme si tu n'as pas envie que tes quartiers, à toi, ils oublient qu'un jour, toi t'étais de là, que quoi que tu sois devenu aujourd'hui, t'étais de là, tu vois. Le jour où dans ma propre cité on m'a volé ma voiture, je me suis senti exclu de ma voiture, et pourtant elle était pourrie, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, ça veut dire qu'ils savent pas que c'était ma voiture, ils savent pas que ma famille elle est là, et donc ils se sont permis de voler ma voiture, ça veut dire que je suis hors ghetto maintenant, tu vois. Bon, mais en tout cas, ces expositions médiatiques, il faut vraiment avoir conscience que c'est du taf, c'est de la représentation, c'est de la performance. C'est de la dignité, c'est-à-dire qu'ils vont pas gagner. Tu es là, ils vont pas gagner. Ils font les malins, ils croient que ce sont les maîtres du monde, et je vais essayer de résister, tu vois. Je dois aussi ajouter que Rokhaya Diallo me tanne. Et elle, c'est le coach, et elle dit, il faut que tu vas, tu dois le faire. Et je me dis, il y a ce truc aussi de devoir, tu vois. Fais-le. Fais-le. La tête haute, digne, gagne. Et surtout, si ça peut être un truc comme... t'es pas la seule, tu vois, et t'es pas la seule Renoir. Mais que franchement, qu'on a vu une Renoir qui a pas fait la vendue, ça existe. Tu vois, qu'une meuf qui est pas en train d'essayer de se faire adouber, se faire accepter, qui est pas en train de... Tu vois, de négocier sur sa dignité, qui va pas se laisser insulter, qui va se défendre, que t'es pas obligé de faire la faux cul, t'es pas obligé de te cacher, t'es pas obligé de biaiser pour, tu vois, pour être là. Franchement, vas-y, fais-le. Et après, il y a aussi le confort actuel, parce que maintenant, il n'y a plus d'enjeu. J'ai déjà un poste, je cherche rien. J'ai pas d'ambition, enfin, tu vois, j'ai pas envie d'être avec eux, voilà. Et d'y aller comme ça, un peu, tu sais, libre. D'y aller de vous me la faites pas, d'y aller j'ai pas envie de vous plaire, d'y aller de votre regard, votre gaze, il ne me modèle pas, là. Voilà, d'y aller de montrer ça, d'incarner une alternative. Tu peux être autrement, tu peux agir autrement, tu vois, dans cet espace public. Et tu peux être libre, tu vois, tu peux y aller de la manière dont tu veux. Mais après, tu te fais allumer, les gens, c'est des ouf. Et puis, ils sont menteurs, mauvaise foi, manipulateurs. Et en plus, il y a le moment que tu vis, et après, il y a le moment virtuel qui, lui, est éternel. Donc, c'est des menaces, c'est des lettres anonymes, c'est des plaintes en cours, c'est de la calomnie, de faux CV, de pistonnage. Moi, pistonné en France, moi, puis j'ai été pistonné en France, tu vois. Mais puis après, avec un petit somme quand même, parce que tu te dis, mon CV, vous l'avez jamais vu, mais mon CV vous met tellement à l'amende. Vous savez même pas, je suis en train de discuter avec vous là, je devrais même pas discuter avec vous. Vous êtes même pas à mon niveau. J'ai une carrière qui est vraiment internationale, pas mytho. Vraiment. J'ai une carrière tricontinentale. Tu vois, une carrière diasporique, vous comprenez? Tu vois, t'es en train de parler avec des gens qui, si c'est pas le fait qu'ils soient blancs, ils ont rien de plus que toi. Tu vois ce que vous êtes même pas au même niveau.
Et ça, tu es en train de négocier sur... J'ai pas à te parler en vérité, voilà. Tu n'es même pas expert, tu n'es pas spécialiste, tu connais pas ce que je connais, tu ne lis pas ce que j'ai lu et tu n'as pas mon vécu. Normalement, je devrais même pas te parler. Normalement, le combat, il est inégal d'entrée. Normalement, j'ai gagné d'entrée. Il n'y a même pas de clash, tu as perdu, c'est fini. Mais dans cette société-là, on est encore en train de débattre. Et normalement, toi, tu devrais savoir que toi et moi, on n'a pas... Mais justement, la structure de la société est tellement raciste que d'emblée, tu crois que toi et moi, on a le même niveau. Parce qu'il est dopé. Tu vois? Donc, ces expositions... Non, ça, c'est du... Ça, c'est le mini... J'y vais pour... En mode, tu représentes. Vraiment, c'est... Vraiment, là, c'est... Là, c'est hip-hop. C'est le hip-hop. Tu y vas, tu représentes, tu y vas pour... T'es en mission, et voilà, mais tant que je peux esquiver, parce qu'en plus j'y vais pas tout le temps, je me rappelle pendant j'y vais pas, il y a des fois je refuse, puis il y a des fois je suis KO comme ça le lendemain, et bien sûr que c'est fatigant. Pendant l'affaire George Floyd, il y a un moment comme ça, moi j'ai regardé ça avec mes étudiants, et mes étudiants ils étaient là, bow down to the queen, ça veut dire, voilà, il y a la reine qui est là, elle arrive avec son t-shirt Enter the Woo, et là on dit ok. Mais oui, c'était parce que tu parles en fait, c'est parler sans mots. Tu avais tout dit. Il m'avait tanné pour l'émission pendant la semaine, j'ai dit que je veux pas venir. Après ils m'ont rappelé le samedi en disant en mode s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après j'ai dit bon vas-y pourquoi pas. Et il se trouve j'avais mon t-shirt Wu-Tang. Et je me suis dit, mais par contre, j'ai pas le temps. Je me suis posé la question, j'ai pas le temps de passer chez moi. Mais ça dit quelque chose que tu te sois pas. Tu avais l'opportunité de te changer. Après, qui va à la télé avec une t-shirt Wu-Tang? J'ai dit, mais attends, mais comment ça? Il défonce mon t-shirt Wu-Tang. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je suis grave fait ça là. Tu vois, c'est peut-être pas le cadre de la télé. Qu'il y a des fois, j'ai des gosses. Je dis, mais hé, Wu-Tang, t'es malade ou quoi? Donc, et je me suis dit, non, j'y vais. Tu vois, j'y vais. Je me rappelle. Et puis, il y a le présentateur, il m'a dit carrément Wu-Tang. Je dis, ouais, aujourd'hui, c'est Wu-Tang. Non, ça parle. Tu vois? C'est tout, et que tu vas, et que ouais, je pense que tu as raison, même il y a le truc aussi, bien sûr que tu sais que tu vas avec le Wu-Tang, tu sais, pour dire, mais tu sais, encore une fois, assumer, tu vois que c'est pas je cache que j'écoute, et que le Wu-Tang, tu sais ce que c'est ou pas, enfin tu vois, on rigole même pas, je t'ai pas sorti un tel ou un tel, je t'ai pas dit Benny B, je t'ai dit Wu-Tang, tu vois, et que ça aussi c'est précieux, et que ça aussi on portera, on le revendiquera, on le taira plus, on le cachera plus, tu vois, même si je sais qu'il y a quand même un petit côté en fait t'aurais pu t'arrêter à H&M, prendre un t-shirt blanc, machin, venir, et non, parce que déjà je dis c'est vous qui me courez après. Chez moi, j'en suis au stade où je vais même pas à toutes les émissions, tu sais, je choisis. Je vais pas partout, je sais pas. Je m'en fous de passer à la télé. Vous comprenez? Je m'en fous d'être, je sais pas moi, connu ou reconnu. C'est pas ça que je cherche dans la vie. Je veux que vous arrêtiez de nous prendre la tête et que vous arrêtiez de me prendre la tête. Je suis pas en train d'essayer de... Tu vas à la télé, t'es pas payé, hein. Tu vois ce que je veux dire? Les chroniqueurs, ils sont payés. Mais nous, moi, on m'a jamais... tu vois, on m'a fait miroiter un truc. Mais tu sais que toi, ils veulent pas te payer. Toi, t'es la meuf qui va venir pour nanana, pour faire chier. Mais donc, toi, t'es là, une table, il y a 4 personnes qui sont payées. Toi, t'es la seule bouffonne qui est pas payée. Ça veut dire quoi aussi? Ça, c'est du militantisme et de l'engagement. Mais le truc va tourner parce que... Voilà, et tu vas faire un buzz. Mais tout le monde se fait de l'argent sur toi. Alors que toi, en plus, tu vas avoir des conséquences derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il s'agit, par exemple, moi, j'ai dit, vas-y, dans ces cas-là, vas-y, payez-moi, je viens régulièrement. C'est pas toi qu'on paye parce que c'est pas toi qu'on valorise. C'est pas cette parole qu'on veut valoriser. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est l'aspect structurel et systémique. Toi, on ne te paye pas. Toi, ton savoir n'est pas un savoir. Toi, ton savoir n'est pas précieux. Toi, ton savoir n'est pas monnayable, rémunérable. C'est ça aussi que ça veut dire. Toi, tu es là parce que tu vas venir, tu vas t'embrouiller avec un tel et puis ça va faire un buzz, nanana. Et même si tu les allumes, parce qu'à chaque fois, tu les allumes, tu vois. Mais au final, les gains, c'est pour eux. Et toi, après, il faut que tu gères le reste. Mais d'un autre côté... T'as représenté. Bon, c'est déjà ça, on va se contenter de ça. Et ça, c'est important. C'est important pour les gens qui regardent. C'est important pour les gens, pour qu'on peut agir et se tenir différemment. T'es une alternative. Tu vois, t'es une autre façon d'être. On n'est pas obligé d'être à genoux comme ça, devant eux, comme ça. On n'a pas peur d'eux, on les désire pas, on les ambitionne pas. Voilà, c'est ça. Donc le prix à payer en vaut la peine? Ah, la question, Kéra. Le prix, c'est pouvoir dire c'est pouvoir... Moi, je parle beaucoup de la question du rêve, de quel futur je veux, quel futur je veux me tracer. Et ouais, cette possibilité
de pouvoir rêver, de ne pas s'enfermer dans le, je sais pas, dans la petitesse, dans le... Je sais pas, pour moi, c'est oui, une question de survie, de vie ou de mort, de... Je ne sais même pas si, ouais, est-ce qu'on a le choix? Ah, ok. Non, je crois que je suis obligée de dire que ça vaut la peine. Il faut que ça vaut la peine. Et ouais, je crois. Je crois que la liberté, elle vaut la peine. Ne serait-ce que d'y aller libre, tu vois, ça valait la peine. Et non, je crois que je ne ferai pas toute ma vie. Je voudrais qu'on soit plus, tu vois. Mais non, honnêtement, ça vaut la peine. Juste, mais même personnellement, juste d'aller en face, de les regarder droit dans les yeux, de pas avoir peur, de pas trembler, de pas... Tu vois, une fois, je pense à François Bayrou, là, je lui ai dit qu'il était naïf, il est devenu tout rouge et tout ça. J'ai kiffé. Ça vaut la peine. De pouvoir te regarder le soir dans la glace Ouais. et dire ok, j'ai pas baissé, je suis non, pas la vendu, liberté, je pense que ça vaut toujours la peine parce que là, la question, elle m'a truc, mais je pense que tout ce que j'ai fait qui était difficile, ce que je peux me dire aujourd'hui, c'est que tout a valu la peine. Ça, je le sais d'expérience. Alors moi, je prends l'expérience américaine pour le coup. Est-ce que ça en valait la peine de perdre Malcolm X, de perdre Martin Luther King, de perdre Sam Cooke, parce qu'ils ont ouvert leur bouche aussi, tu vois? Je sais pas, moi je vais rebondir sur ce que je te disais par rapport à l'effacement, à la silenciation. Tu sais, j'aime bien voir sur un temps long et penser presque comme si mon corps était démultiplié. Je suis un peu de mon père, un peu de ma mère, et puis je donnerai un peu... Et oui, donc peut-être, je ne sais pas, le corps de Malcolm X, le corps de, je ne sais pas, Julius Nyerere, les corps de Lumumba ont disparu, ont été dissous dans l'acide, mais même Lumumba, il en est resté quelque chose. Il en est physiquement de son corps. Ils l'ont dissous dans l'acide, mais il en est resté d'incident. Et qu'au-delà de l'effacement qu'on a voulu de ces corps, il reste quelque chose, il reste les idées. Et que ces idées, elles renaissent dans d'autres personnes. Donc, quelque part, moi, je me dis, oui, peut-être qu'on sera effacé, mais il y a toujours quelque chose de cette idée qui reste. Donc, ouais. Moi, je pense que... Je sais pas si ça valait la peine de les perdre. De toute façon, ils allaient mourir, c'est des êtres humains. Donc, ce qui compte, c'est ce que tu fais de ton vivant. Et qu'en plus, il faut pas non plus se leurrer. Au moment où... quand Martin Luther King, il meurt, il meurt pas en mode winner. C'était pas le Martin Luther King qu'on a fabriqué aujourd'hui. Quand il est assassiné, il prend la tête aux blancs, il y a des noirs qui sont pas d'accord avec lui, c'est pas la superstar qui fait consensus, tu vois. Quand Malcolm X il meurt, il est seul. Tu vois, il est plus dans la nation d'islam, il essaie de faire son truc là, the Organization of African Unity, ils sont pas à 5000, tu vois, c'est pas la superstar, ces années fastes, elles sont derrière lui et tout ça. Donc après, comme l'a dit Mam, il y a le temps long, et donc ce qui vaut la peine, c'est de vivre la vie, de faire ce que tu as à faire quand on vivant, et après, Inch'Allah, on verra ce que ça donnera. Il y a que... C'est la mort le point final. Absolument. Et après tu as cette nouvelle vie qui commence après ta mort et on verra ce que tu as semé et ce qui va, tu vois, ce qui va germer. Je ne dirais pas que c'était la peine de perdre tous les noms que tu as cités, mais Sam Cooke, sa musique, elle est là, c'est tout. Absolument. Sam Cooke, sa musique, elle est là. Il y a plein de gens, tu vois, c'est comme des enfantements. Peut-être que tu as un enfant et après il grandit. Mais tu sais pas ce qu'il va devenir. Peut-être qu'il va foirer, peut-être qu'il va pas foirer, mais c'est la promesse, tu vois, la promesse qu'ils ont. Donc eux, ils ont traversé la vie, ils ont fait ce qu'ils ont à faire, et aujourd'hui, en 2021, on en parle encore, donc ils n'ont pas tout foiré. Il y a des trucs qu'ils ont foiré. Martin Luther King, j'ai mes problèmes avec lui, mais comme nous tous. C'est problèmes maritaux, notamment. Mais, mais voilà, ils ont fait ce qu'ils ont à faire, ça... En tout cas, il faut pas se dire, au moment de leur mort, ils n'étaient pas au top. Ils étaient pas au top. C'est après qu'ils ont acquis tu vois, donc ils ont fait le taf. Donc c'est ce qu'on peut faire en tant qu'être humain. Tu fais le taf et puis après on verra. Franchement, on verra. Mais on a compris, il faut accepter que tu vas pas gagner sur place. Et ça, c'est dur.
Les dés sont plus Ouais, tu vas pas... Normalement, enfin, il peut t'arriver deux, trois trucs bien, mais normalement, c'est extraordinaire. Sinon, ça sera une longue galère, tranquille, mais avec ces moments de joie, parce que ces moments de vérité, tout ça, et puis cette authenticité ou un truc comme ça. Mais normalement, tu dois pas gagner, tu vois. Pas... Ça, faut l'accepter. Faut l'accepter. En tout cas, Mme Fatou Niang et Maboula Somaoro, je vous remercie. Merci beaucoup, Kéra. Merci pour cette bonne... Merci à vous, cette promenade. Cette bonne discussion profonde et puis surtout tranquille. Ouais. Et puis aussi, tu vois, intime, où on peut vraiment parler des vrais bails. Ouais. Et puis profonde. Parce qu'il y a des vraies questions que tu as sorties. Il y a eu des belles réponses, en tout cas. On continue le taf. On tient bon, quoi. Bon courage, en tout cas, vous deux. Bon courage à nous toutes. Komm, erzähl es auf Keras Podcast. Pode dizer lá na rádio da Kera. Adore Radio Kera bu di sa. Ritseldatım Kera. Kera'nın radyosunda söyle. Demal wax ko ci radio Kera. Radio Kera da kasaybuke. Opowiedz to w Radio Kera.